Bienvenue sur Terre de Bravoure, la chaîne où nous racontons les histoires que l'histoire a laissées derrière elle. Quand nous pensons à la Seconde Guerre mondiale, nous pensons à la puissance industrielle, aux usines géantes de Détroit, aux laboratoires secrets de Los Alamos, au génie de Bletchley Park. Nous pensons à des armées d'ingénieurs. Mais que se passe-t-il lorsque l'armée, avec tous ses ingénieurs et ses experts, déclare quelque chose impossible? Que se passe-t-il lorsque le terrain lui-même devient un ennemi que la technologie moderne ne peut vaincre? Aujourd'hui, nous allons dans les montagnes sauvages du Jura. Nous n'allons pas suivre un général. Nous allons suivre un simple agriculteur. Un homme qui connaissait mieux la terre que les hommes. Un homme dont les mains étaient faites pour la charrue, pas pour les plants. C'est l'histoire incroyable de la façon dont cet homme, seul, avec de la ferraille et du bon sens, a réussi à construire une machine de guerre que l'armée elle-même, avec toutes ses ressources, croyait impossible. C'est un récit de pure obstination, une légende née de la boue et du granit. Si vous croyez que le véritable génie ne se trouve pas toujours dans les diplômes, mais dans le cœur d'un homme qui refuse d'abandonner, abonnez-vous à Terre de Bravoure. Laissez un j'aime pour cet inventeur oublié et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous nous rejoignez aujourd'hui. L'hiver 1943. Le Jura n'est plus la France. C'est un piège de glace et de silence. Depuis l'invasion de la zone libre en novembre 1942, les montagnes sont devenues le domaine des ombres. D'un côté, les Gebirgsjäger allemands, les chasseurs alpins d'élite, des hommes brutaux, équipés pour la guerre en altitude, soutenus par des chenillettes Kettenkrad qui leur permettent de se déplacer sur la neige. De l'autre, le maquis, des fantômes. Des jeunes hommes qui ont refusé le service du travail obligatoire, STO, des anciens soldats de l'armée d'armistice, des patriotes, et ils sont en train de mourir. Ils ne meurent pas sous les balles, ils meurent de faim, ils meurent de froid, ils meurent d'impuissance. Dans la ferme isolée du Haut-Cray, au-dessus du village de Saint-Claude, vit Antoine Gallois. Antoine n'est pas un soldat, il a 58 ans, c'est un agriculteur, un vrai, un homme du Jura, taiseux, dur, dont la famille cultive cette terre ingrate depuis 300 ans. Ses mains sont 2 fois plus larges que la normale, déformées par le gel, la traite des vaches montbéliardes et la réparation de ses propres outils. Son fils, Pierre, a été pris par les Allemands il y a 6 mois. Depuis, Antoine ne vit plus. Il attend. Sa ferme est un point de passage. La nuit, des ombres frappent à sa porte. C'est le capitaine Caron, le chef du maquis local, un ancien officier des chasseurs alpins, un homme dont le visage est creusé par la fatigue et la responsabilité. Ce soir-là, Caron est au bord du désespoir. « Antoine, » dit-il, réchauffant ses mains au-dessus du maigre feu. « C'est fini. Les hommes ne tiendront pas une semaine de plus. Les Allemands ont établi un poste de blocage au col de la Faucille. Ils contrôlent la seule route. Et nous avons un dépôt d'armes, des explosifs, de la nourriture, de l'autre côté, à Lapès. Il y a 20 kilomètres. Mais ce n'est pas une route. C'est un sentier muletier. 2 mètres de neige. Même nos mules n'y arrivent plus. J'ai perdu 3 hommes et 2 bêtes hier, tombés dans un ravin. » Antoine hoche la tête. Il connaît le sentier. Il le prend au printemps pour le foin. Et les Allemands? Eux, ils restent sur la route. Ils n'ont pas peur. Ils savent que nous ne pouvons pas bouger. Nous sommes piégés. J'ai envoyé un message à Londres, à De Gaulle. J'ai demandé un largage. Ils m'ont demandé si nous pouvions sécuriser une zone. Mais pour la sécuriser, il faut des armes. Et les armes sont à Lapès. Il frappe la table de son poing ganté. Il me faut une machine. Une machine qui n'existe pas. Une machine capable de transporter 500 kilos sur un sentier de chèvre dans 2 mètres de neige, sans faire de bruit. L'armée, mon ancienne armée, a travaillé 10 ans sur un véhicule de montagne. Ils ont échoué. C'est impossible. Le mot est lâché. Impossible. Pour le capitaine Caron, un ingénieur militaire, c'est un fait. Si l'armée n'y arrive pas, un paysan ne le peut pas. Antoine reste silencieux, regardant le feu. Impossible pour un soldat, dit-il enfin, sa voix grave. Un soldat pense comme un soldat. Il pense à un char. Et vous, Antoine, à quoi pensez-vous? Je pense à ma vache. Quand elle est enlisée dans la boue du printemps, je n'essaie pas de la pousser. Je prends le tracteur et je la tire. Ce n'est pas la force qui compte, c'est la traction.
Antoine se lève, il emmène Caron dans sa grange. C'est là que la folie commence. Dans un coin, sous une bâche, se trouve l'épave de son vieux tracteur, un société française SFV 202, mort depuis des années. C'est trop lourd, dit Caron, et le bruit. Les Allemands l'entendraient à 10 kilomètres. Ce n'est pas le tracteur qui est important, dit Antoine. C'est ça. Il montre une autre machine, dans l'ombre. C'est une lieuse, une moissonneuse lieuse qu'il utilisait pour le foin. Une machine complexe de lames, de chaînes et de courroies. Et ça. Il montre le moteur de sa baratte à beurre, un petit moteur électrique. L'agriculteur n'est pas qu'un agriculteur. Dans le Jura, on est mécanicien, on est menuisier, et dans la famille d'Antoine, on était horloger. Son grand-père, avant lui, fabriquait des mouvements de comptoise. Antoine ne pense pas en tonnes, il pense en engrenage. Vous avez dit impossible, mon capitaine, dit Antoine, une lueur s'allumant dans ses yeux fatigués. L'armée n'a pas pu le faire. Mais l'armée n'a pas de vache, l'armée n'a pas de baratte à beurre, et l'armée n'a pas la haine que j'ai. Laissez-moi un mois, et donnez-moi ce que vous avez de plus précieux. Quoi donc? Des hommes? Non, dit Antoine, du carburant et du silence. Le capitaine Caron regarda l'agriculteur comme s'il était devenu fou. Le Jura, en cet hiver 1943, était un monde de silence glacial, et cet homme parlait de construire une machine. Mais le désespoir est un puissant moteur d'innovation. Caron, l'officier militaire, avait épuisé toutes les solutions logiques. Il avait tout tenté. Les patrouilles à ski, les mules, les traîneaux tirés par des hommes. Tout avait échoué. La logique avait échoué. Il ne restait plus que l'impossible. Du carburant et du silence, répéta Caron perplexe. Antoine, l'un empêche l'autre. Un moteur fait du bruit. Un moteur à essence, oui, dit Antoine. Il tapota le petit moteur électrique de sa baratte. Mais pas ça. Ça, c'est le silence. Électrique. Caron éclata d'un rire bref et amer. Antoine, nous sommes dans une ferme perdue, pas à Paris. Où trouvez-vous l'électricité? Vous allez dérouler un câble de 20 kilomètres jusqu'à la Pesse? Non, dit Antoine, avec le calme de l'homme qui a déjà résolu le problème. On va la porter. Votre radio, à Londres, comment fonctionne-t-elle? Avec une batterie, dit Caron. Et comment la rechargez-vous? Avec un générateur à pédales. C'est un enfer. 2 hommes pédalent pendant 4 heures pour 1 heure d'émission. Exactement, dit Antoine. Mais nous, on ne va pas pédaler. Il désigna le moteur massif du tracteur SFV à moitié démonté. C'est un moteur rustique, un monocylindre. Il démarre à la manivelle, et il peut tourner avec n'importe quoi. De l'essence de contrebande, de l'alcool de betterave, n'importe quoi. C'est notre source. L'idée d'Antoine Gallois, l'idée que l'armée croyait impossible, était en train de naître. Ce n'était pas un véhicule. C'était un système hybride, né de l'observation de sa ferme. Il n'allait pas construire un véhicule électrique. Il allait construire un véhicule diesel électrique, comme un sous-marin, mais avec les moyens du bord. Il allait utiliser le moteur bruyant du tracteur, non pas pour faire tourner les roues, mais pour faire tourner un générateur. Et ce générateur. Où trouvez-vous un générateur, Antoine? À la scierie, dit-il. Celle de Morteau. Les Allemands l'ont fermée. Il y a un générateur de 20 kilowatts qui y pourrit. Vos hommes peuvent le voler. En pièces. L'idée était folle. Mais Caron soudain y vit une lueur. L'impossible commença à ressembler à du difficile. Le plan était le suivant. Le moteur bruyant du tracteur et le générateur de la scierie resteraient cachés dans la grange d'Antoine. Ils ne bougeraient jamais. Ils serviraient de station de charge. La véritable machine, celle qui irait sur la montagne, serait 100% électrique, 100% silencieuse, et ne transporterait que sa charge utile et sa batterie. Mais quelle batterie? Les U-boots, dit Caron, soudain inspiré. Les Allemands ont une base de maintenance pour leurs sous-marins à l'Orient. Mais ils ont des dépôts de pièces partout. Il y a une base radio à Salins-les-Bains. Ils doivent avoir des batteries de secours, des batteries de sous-marins. Trop lourd, dit Antoine, et impossible à voler. Il réfléchit. Non, plus simple. Les camions. Les Allemands ont des dizaines de camions Opel Blitz en panne dans la vallée. Ils les gardent au garage central de Dole. Chaque camion a une batterie de 12 volts. Si vos hommes m'en volent 10, je peux les coupler en série. J'aurai 120 volts. Assez de jus pour le moteur de la baratte. L'idée était là.
Mais il restait le plus gros problème, la machine elle-même. Antoine retourna vers la moissonneuse lieuse, cette carcasse de métal compliquée. « Un char, c'est lourd parce que c'est blindé, » dit-il. « Notre machine n'a pas besoin de blindage. Elle a besoin de ne pas être vue. Elle doit être légère. Et elle doit agripper la neige. » Il prit une des chaînes de relevage de la lieuse, une chaîne à large maillon d'acier, conçue pour remonter le foin coupé. « Ça, c'est notre chenille. C'est de la ferraille, Antoine. Ça va casser. Pas si on la renforce. » Antoine, l'homme du bois, l'homme de la terre, commença à dessiner sur le sol de la grange avec un charbon de bois. Il n'allait pas construire un châssis en acier. Il allait le construire en bois, en frêne. Le bois qu'il utilisait pour ses manches de hache, le bois qui plie mais ne casse pas. Un cadre léger comme un traîneau, mais flexible. Il allait y fixer 2 roues de charrette à l'avant et 2 roues motrices à l'arrière, qu'il taillerait lui-même dans du chêne. Et autour, il enroulerait les chaînes de la lieuse. « Ça va faire un bruit d'enfer », dit Caron. « La chaîne sur la neige gelée. » « C'est là que l'agriculteur est plus malin que l'armée, » dit Antoine. Il montra un tas de vieux pneus de tracteur, usés jusqu'à la corde. « On va découper la bande de roulement. On va la boulonner sur les chaînes, de l'acier pour la traction, du caoutchouc pour le silence. » Le capitaine Caron, l'officier des chasseurs alpins, l'ingénieur militaire, était bouche bée. Il regardait un agriculteur de 58 ans dans une grange froide, en train d'inventer le véhicule tout-terrain silencieux. Avec une baratte à beurre, une moissonneuse et des pneus usés. L'armée avait dit « impossible ». L'agriculteur, lui, avait juste commencé à travailler. Le mois qui suivit fut une épopée secrète, une guerre dans la guerre, menée dans le silence glacial de la grange d'Antoine Gallois. Le capitaine Caron avait donné ses ordres. L'opération Batterie fut lancée. C'était un pari aussi fou que la machine elle-même. Pendant une semaine, des équipes du maquis, des jeunes hommes de 20 ans, se sont infiltrés dans la vallée, risquant leur vie, non pas pour tuer des Allemands, mais pour voler des pièces détachées. 2 hommes furent perdus lors du raid sur le garage de Dole. Ils réussirent à s'enfuir avec seulement 8 batteries d'Opel Blitz, mais le garage était désormais en alerte maximale. Le raid sur la scierie de Morteau fut plus brutal. Les maquisards durent se battre contre la garde, tuant 2 sentinelles pour s'emparer des pièces vitales du générateur de 20 kW. Ils le démontèrent à la hâte, sous le feu, et le transportèrent à dos d'homme, pièce par pièce, sur 10 km de montagne. Quand les pièces arrivèrent à la ferme du Haut-Cret, elles étaient couvertes de sang et de neige. Antoine ne dit rien. Il commença à les nettoyer. La grange d'Antoine devint le hangar 14 du Jura, un atelier de fortune où l'impossible prenait forme. Il n'était plus seul. Caron lui avait envoyé 2 inutiles. Le vieux, un forgeron de 70 ans, presque aveugle, mais dont les mains savaient de forger l'acier, et le gamin, un jeune de 16 ans, évadé d'un camp de travail, qui avait été apprenti horloger chez Lippe et qui comprenait l'électricité. À eux 3, ils formèrent l'équipe d'ingénierie la plus improbable de France. Le premier défi fut la station de charge. Antoine et le vieux passèrent 3 jours à remonter le moteur monocylindre du tracteur SFV. C'était une bête. Ils le calèrent sur un bloc de chêne pour absorber les vibrations. Puis, le gamin s'attaqua au générateur volé. L'arbre de transmission avait été endommagé. Il n'avait pas de tour. Le vieux le redressa à la forge, à l'œil, le faisant tourner jusqu'à ce que le balourd soit presque imperceptible. Le gamin, avec ses doigts d'horloger, refit le câblage. Ils relièrent le moteur au générateur avec la courroie de la vieille batteuse. Antoine tira sur la manivelle de démarrage. Le moteur toussa, cracha une fumée bleue épaisse, et s'éveilla dans un pouf 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 régulier. Le gamin vérifia le voltmètre. On a du jus. « Antoine, on a du 220 volts !» La grange avait maintenant l'électricité. Ils commencèrent à charger les 8 batteries d'Opel Blitz qui sifflaient doucement dans le froid. L'étape suivante, la machine. La sauterelle, comme Antoine l'appelait déjà. Le châssis en frêne fut assemblé par Antoine en utilisant les techniques de charpentier de son père. C'était flexible, léger. Il pesait moins de 100 kilos, mais pouvait en supporter 500. Puis vint le train de roulement. Le vieux forgea les essieux. Antoine et le gamin s'attaquèrent aux chenilles. Ils prirent les chaînes de la moissonneuse lieuse. Elles étaient en acier, bruyantes. Ils passèrent 4 jours, leurs mains gelées et coupées, à découper les vieux pneus de tracteur avec des couteaux chauffés au rouge.
Ils boulonnèrent chaque morceau de caoutchouc sur chaque maillon de la chaîne. C'était un travail de Romain. Le résultat était une chenille hybride, laide, mais silencieuse et dotée d'une adhérence incroyable. Enfin, la propulsion. Le gamin prit le moteur de la baratte à beurre. C'était un petit moteur électrique de 5 kW. « Ce n'est pas assez puissant, Antoine, » dit-il. « Il va griller à la première montée. »« Il ne grillera pas si on le démultiplie, » répondit Antoine, l'homme des engrenages. Il retourna vers la carcasse de la moissonneuse lieuse. Il en sortit le boîtier de réduction principal, un ensemble complexe d'engrenages conçu pour transformer la vitesse du tracteur en force lente pour les lames. Il adapta le boîtier au moteur électrique. C'était un mariage de force brute et de vitesse électrique. Le petit moteur de baratte avait maintenant le couple d'un bœuf. Ils assemblèrent le tout. Les 8 batteries, pesant 200 kg, furent placées au centre pour la stabilité. Le moteur électrique et sa transmission monstrueuse furent calés à l'arrière, entraînant les chenilles caoutchouc-acier. À l'avant, ils fixèrent un simple traîneau en bois, un ski directionnel contrôlé par un timon. Le 15 février 1944, la sauterelle était prête. Elle était laide, elle était petite, à peine plus grosse qu'un grand traîneau. Elle était un assemblage grotesque de bois, de caoutchouc, d'acier de ferme et de câbles électriques. Le capitaine Caron vint de son PC, dans la neige. Il regarda la machine, sceptique. « Antoine, c'est très rustique. Le granit aussi, c'est rustique, » dit Antoine, « mais ça tient. » Le gamin connecta le dernier câble. Antoine se mit aux commandes. Il n'y eut pas de rugissement, pas de fumée. Il poussa un levier. Dans le silence absolu de la grange, un zèche aigu, le son de l'électricité se fit entendre. La sauterelle s'ébranla. Elle sortit de la grange, silencieuse comme un fantôme, et s'engagea dans la neige de 2 mètres de profondeur. Elle n'essaya pas de la pousser. Les chenilles larges, conçues par l'agriculteur, la firent flotter dessus. Antoine la dirigea vers la pente la plus raide de son champ, une pente à 30%. La machine ralentit, le ZHH devint un NG de pur effort. Mais elle grimpa. Elle grimpa la pente que même une mule aurait refusée. Caron regarda, n'en croyant pas ses yeux. Il entendait le vent dans les pins. Il entendait sa propre respiration. Mais il n'entendait pas la machine qui était en train de vaincre la montagne. « Mon Dieu, Antoine, » murmura-t-il, « c'est impossible. » L'agriculteur du Jura avait construit la machine que l'armée croyait impossible. Le triomphe dans le champ d'Antoine fut de courte durée. Le capitaine Caron, bien qu'émerveillé, était un soldat. Il savait que la différence entre un prototype et une arme était le feu. Elle grimpe, Antoine, c'est un miracle. Mais peut-elle travailler? L'essai réel, c'est le col de la Faucille, 20 km, en montée, avec 500 kg d'explosifs sur le dos, et avec les patrouilles allemandes qui rôdent. Le visage d'Antoine se durcit. Il n'avait pas construit un jouet. Il avait construit une arme pour venger son fils. La sauterelle fut ramenée dans la grange. Le gamin, l'horloger, passa la nuit à vérifier chaque connexion, à graisser chaque roulement. Le problème, Antoine, dit-il, c'est l'autonomie. Les 8 batteries d'Opel. Elles vont nous donner 2 heures, peut-être 3, pas assez pour 20 km. C'était un échec. La machine était géniale, mais elle ne pouvait pas aller assez loin. Ils étaient assis dans le silence, la puanteur de l'ozone et de la graisse remplissant la grange. Le vieux, le forgeron, qui n'avait pas dit un mot, cracha dans le foin. Alors, il faut recharger. Recharger où? Dit Caron. Au milieu de la montagne? On ne peut pas emmener le générateur d'Antoine. Non, dit le vieux. Il désigna le moteur monocylindre du tracteur, qui était toujours fixé au générateur. Mais ce moteur-là, il est petit, plus petit que la charge utile. Si on sacrifie 100 kg d'explosifs, on peut emmener le moteur. Le plan changea. Ce n'était plus un véhicule 100% électrique. C'était un hybride série. La sauterelle porterait son propre générateur. Le silence serait perdu. Non, dit Antoine, qui avait compris la terreur de Caron. Le moteur ne sera pas utilisé pour rouler. Il ne sera utilisé que pour recharger, à l'arrêt. On trouvera un ravin, on le démarrera pendant 1 heure, on rechargera les batteries et on repartira en silence. C'était la solution. La mission fut planifiée pour la nuit suivante, la nuit de la pleine lune,
lorsque la neige serait si brillante que les Allemands éviteraient de patrouiller, mais que le pilote de la sauterelle pourrait voir le sentier. Antoine insista pour conduire. « C'est ma machine, elle parle ma langue. » Caron refusa. « Vous êtes trop précieux, Antoine. Si vous êtes pris, le secret meurt. J'enverrai 2 de mes meilleurs hommes, des chasseurs alpins. » La sauterelle fut chargée. 400 kilos d'explosifs, de munitions et le petit générateur du tracteur, solidement arrimé. À minuit, les 2 maquisards, Serpent et l'Ombre, prirent les commandes. Antoine leur avait donné une formation d'1 heure. « Ne la forcez pas, leur dit-il. Écoutez-la. Si le son devient trop aigu, c'est qu'elle souffre. Laissez-la respirer. » Le gamin connecta les batteries. Dans un zzzz presque inaudible, la machine glissa hors de la grange et disparut dans la forêt blanche. Antoine, Caron, le vieux et le gamin restèrent dans la grange, près du poste de radio, à écouter le silence. 1 heure passa, 2 heures. C'était le silence de l'espoir. Puis, à 3 heures du matin, la radio crépita. Un seul mot, codé. Soleil. C'est le mot pour mission accomplie. Les armes étaient livrées. Caron s'effondra sur une chaise, les larmes gelant sur ses joues. L'impossible avait été fait, mais l'histoire n'était pas finie. Serpent et l'Ombre devaient revenir, et ils ne revenaient pas. L'aube approchait. L'inquiétude monta dans la grange. À 5 heures du matin, alors que le ciel commençait à pâlir, ils entendirent un bruit. Ce n'était pas le zzzz de la sauterelle. C'était le clac-clac-clac métallique d'un Kettenkrad allemand. Une patrouille. Caron et ses hommes prirent leur sten, se préparant au combat. La porte de la grange s'ouvrit. C'était l'Ombre, seul, qui titubait, portant Serpent sur son dos. Serpent avait une balle dans la poitrine. « On les a vus », haleta l'Ombre. « Sur le chemin du retour, une patrouille. On s'est caché. On a coupé le moteur. Ils ne nous ont pas entendus. Mais ils se sont arrêtés pour fumer. Et ils ont vu les traces. Des traces que leur Kettenkrad ne faisait pas. Les Allemands avaient suivi les traces de caoutchouc et d'acier. Ils avaient trouvé la sauterelle, cachée dans un bosquet. On a ouvert le feu, dit l'Ombre, s'effondrant. J'ai dû l'abandonner. J'ai pris Serpent. Mais la machine, Antoine, ils l'ont. Ils ont la machine. Le silence retomba dans la grange. C'était un silence de défaite totale. Antoine s'assit sur son établi. Il avait réussi. Et il avait échoué. Sa machine, la machine que l'armée croyait impossible, était maintenant entre les mains de l'ennemi. La capture de la sauterelle fut un désastre qui se transforma en un cauchemar inimaginable. Le capitaine Caron et le maquis avaient réussi leur mission de ravitaillement. Oui. Les armes de la peste permirent de tenir le col pendant encore 2 mois. Mais à quel prix? Antoine Gallois était inconsolable. Il s'enferma dans sa grange. Il ne mangeait plus. Il regardait l'espace vide où son impossible machine avait été construite. Il l'avait créée pour venger son fils, et elle était maintenant entre les mains de ses ravisseurs. La sauterelle fut emmenée au QG de la Wehrmacht à Dole. Les Allemands n'étaient pas des idiots. Le Oberst von Steiger, le commandant local, regarda l'engin avec une stupéfaction totale. Il vit ce que Caron avait vu. Un assemblage grotesque de bois, de caoutchouc de pneus, de chaînes de ferme et de batteries de camions. Il vit le moteur électrique de Bharat à beurre. Il aurait dû rire. Mais il vit aussi les traces de neige. Il vit que cet engin avait atteint le col de la Faucille, un endroit que ses propres Gebirgsjäger jugeaient inaccessible. Il comprit que ce n'était pas un bricolage. C'était un prototype de véhicule de montagne silencieux, plus performant que tout ce que ses ingénieurs à Berlin avaient jamais conçu. La machine fut mise sur un train, en secret, et expédiée à Kummersdorf, le centre de test de l'armée allemande. L'agriculteur du Jura venait, sans le savoir, de livrer son génie à l'ennemi. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur cette note tragique. Mais Antoine Gallois était un homme du Jura. Il était fait de granit. Après une semaine de deuil, la haine reprit le dessus. Il regarda le vieux et le gamin qui attendaient ses ordres. « Ils l'ont », dit Antoine. Mais ils ne l'ont pas comprise. Ils voient une mule. Ils ne voient pas le poison. Il se remit au travail. Il n'allait pas en construire une deuxième. Il allait en construire une meilleure, plus petite, plus légère. Et pas pour transporter, pour tuer. La sauterelle Mark II naquit. Elle n'avait pas de siège,
Elle n'avait pas de timon. Le gamin, l'horloger, eut son moment de gloire. Ils récupérèrent des kilomètres de fils téléphoniques que le maquis avait volés. Ils relièrent le moteur de la baratte, ils en avaient volé un autre, à un simple interrupteur, au bout d'un câble de 500 mètres. La sauterelle n'était plus un véhicule, c'était une torpille terrestre téléguidée. Et au lieu de munitions sur elle, elle était remplie d'explosifs. Antoine, le fermier, avait inventé le drone de combat terrestre. Ils attendirent leur heure. Ils savaient que les Allemands, maintenant conscients de la menace du sentier, allaient essayer de prendre la ferme du Haut-Cré. Ils n'avaient pas besoin de 20 kilomètres d'autonomie. Ils n'avaient besoin que de 500 mètres. L'attaque arriva une nuit de mars. Une compagnie de Gebirgsjäger, menée par 2 Kettenkrads, commença la montée vers la ferme. Ils étaient lents, bruyants. Ils ne s'attendaient à aucune résistance, à part quelques fusils. Caron et ses hommes étaient cachés dans les bois, prêts à couvrir la retraite d'Antoine. Mais Antoine ne recula pas. Il était dans sa grange, son doigt sur l'interrupteur. Le gamin était son guetteur. « Ils sont dans le défilé, Antoine, » murmura le gamin. « À 300 mètres. »« Laissez-les approcher, » grogna Antoine. La sauterelle Mark II, peinte en blanc, invisible dans la neige, était tapie derrière un rocher, au milieu du sentier. Elle était remplie de 100 kilos d'explosifs volés. Maintenant, Antoine, le premier Kettenkrad est à 50 mètres de la machine. Antoine ne bougea pas. Pas encore. 20 mètres. Maintenant. Antoine ferma le contact. L'explosion ne fut pas un boom. Ce fut un flash qui déchira la montagne. La sauterelle se vaporisa, emportant avec elle le défilé, les 2 Kettenkrad, et plus de 30 soldats allemands dans une avalanche de rochers et de neige. L'attaque fut brisée net. Les survivants, terrifiés par cette mine qui semblait les attendre, s'enfuirent. L'agriculteur avait gagné, et la légende. L'histoire de la sauterelle est devenue un mythe dans le Jura. Mais son impact fut bien plus grand. Après la guerre, les ingénieurs allemands capturés par les Américains ont parlé, avec admiration, de l'engin du Jura. Les plans qu'ils avaient du fait de la machine d'Antoine furent étudiés par les Alliés. Ils ont été étudiés par les ingénieurs de l'armée suédoise, qui ont développé leur propre transporteur de neige silencieux, le Bandvagn. Ils ont été étudiés par les Américains, qui ont commencé à travailler sur les véhicules de soutien d'infanterie, légers. L'agriculteur, avec sa moissonneuse et son moteur de baratte, avait montré la voie. Il avait prouvé que l'on pouvait flotter sur la neige, que le silence était une arme, et que l'hybride était l'avenir. L'armée avait dit « impossible ». L'agriculteur avait juste dit « tenez ma bière ». Antoine Gallois n'a jamais reçu de médaille. Quand son fils est revenu du camp de travail, il a trouvé son père dans la grange, en train de réparer son vrai tracteur. L'agriculteur était retourné à sa terre, son secret gardé dans le silence des montagnes.